Pas un démocrate ne peut nier le droit de la Catalogne à se séparer librement de l'Espagne. C'est la reconnaissance de ce droit et elle seule qui permet de mener campagne en faveur de la libre union des Catalans et des Castillans, de l'union volontaire des deux peuples. Seule la reconnaissance sans réserve de ce droit peut rompre effectivement avec le maudit passé franquiste et avant cela des siècles de monarchie. Le franquisme, maudit, a entretenu systématiquement chez le peuple catalan la haine de ceux qui allaient jusqu'à empêcher ses enfants de parler leur langue maternelle et de faire les études dans cette langue. Le mouvement ouvrier et démocratique doit, s'il veut être vraiment révolutionnaire, rompre avec ce passé, reconquérir pour lui-même et pour les ouvriers et les paysans la confiance fraternelle des ouvriers et des paysans de Catalogne. On ne peut pas y arriver sans reconnaître de leur intégrité les droits de la Catalogne, y compris le droit de libre séparation. Nous ne sommes pas partisans des petits États, nous sommes pour l'union la plus étroite des ouvriers de tous les pays contre les capitalistes, les leurs et ceux de tous les pays en général. C'est justement pour que cette union soit une union librement consentie, que l'ouvrier castillan, ne se fiant pas une minute en rien, ni à la bourgeoisie espagnole, ni à la bourgeoisie catalane, est actuellement partisan du droit de séparation des Catalans, ne voulant pas imposer à ceux-ci son amitié, mais gagner la leur en les traitant comme des égaux, comme des alliés, comme des frères dans la lutte pour le socialisme. Ces lignes ont été écrites en juin 1917 par le camarade Lénine. Je n'ai fait que 2 petits changements. J'ai remplacé Russie par Espagne et Ukraine par Catalogne. Alors, camarades, l'actualité d'octobre 1917, cela commence là. Oui ou non? Quoi qu'on puisse penser de la meilleure solution, oui ou non, le peuple catalan opprimé a-t-il le droit de décider librement de son avenir? Oui ou non, y a-t-il eu un référendum le 1er octobre où il s'exprimait majoritairement pour la République? Oui ou non, les dirigeants des organisations qui se réclament de la classe ouvrière et de la démocratie historiquement ont-ils, durant cette période, suivi la ligne de solidarité internationaliste recommandée par le camarade Lénine, ou lui ont-ils tourné le dos? Ont-ils par exemple appelé les ouvriers en Castille, en Andalousie, en Galice, au Pays Basque? Les ont-ils appelés dans des meetings ouvriers pour dire la République en Catalogne, c'est la porte ouverte pour la République dans toute l'Espagne? Pour dire le 1er octobre marque le premier coup pour abattre la monarchie franquiste? Soyons solidaires de nos frères catalans. Engageons-nous dans un processus constituant qui, en abattant la monarchie franquiste, ouvrira la voie à une authentique république, à d'authentiques républiques de toutes les régions de l'Espagne, à une authentique union libre de toutes les républiques libres de l'État espagnol. Non, ils ne l'ont pas fait. Les dirigeants du Parti socialiste ouvrier espagnol ont participé main dans la main avec Rajoy et la monarchie à la répression contre le peuple de Catalogne. Les dirigeants du Parti communiste espagnol et de Podemos se sont félicités d'avoir voté contre la déclaration d'indépendance. Et même les amis espagnols du journal Information ouvrière se sont prononcés, et le font encore cette semaine, contre la déclaration d'indépendance. Camarades, l'actualité de 1917, c'est l'inverse de cela. On nous dira le gouvernement de la Généralité est un gouvernement bourgeois, bien sûr. Il est favorable à l'Union européenne, c'est vrai, bien que l'Union européenne ne le lui rende pas vraiment ces derniers jours. Mais précisément pour cette raison, camarades, précisément pour cette raison, parce que les révolutionnaires sont pour l'union libre des travailleurs de toute nationalité, alors nous devons affirmer avec Lénine que la liberté de rattachement suppose la liberté de séparation. Et aussi que nous autres Castillans, il voulait dire Russes, devons souligner la liberté de séparation, tandis qu'en Catalogne, et là il voulait dire en Pologne, on doit insister sur la liberté de rattachement. Pourquoi? Pour la raison que donnait Lénine en 1917 et qui reste parfaitement d'actualité, aussi longtemps qu'il reste des questions nationales non résolues par la révolution bourgeoise, nous estimons qu'il faut les résoudre. Alors camarades, pour nous, militants de la 4e internationale, il y a là l'une des raisons qui font l'actualité d'octobre 1917. Si les dirigeants que je viens d'évoquer ont mené cette politique, cela a un rapport, nous le savons tous,
avec le fait qu'il y a 40 ans, ils ont signé le pacte de la Moncloa, légitimant la monarchie, et que dans la dernière période, ils ont contribué à l'isolement du peuple et des travailleurs de Catalogne. Mais aujourd'hui, en Catalogne même, les voix se séparent. La bourgeoisie catalane cherche à recoller les morceaux avec le capital financier et avec l'Union européenne. Et le refuge trouvé par Puigdemont à Bruxelles ne trompe personne. Mais le peuple catalan, lui, ne renonce pas à combattre. Les comités de défense de la République posent maintenant le problème de la grève générale dans les manifestations. Il est évident que ce qui manque en Catalogne, comme dans l'État espagnol, c'est un authentique parti ouvrier indépendant. Cela ne donne rien au fait que tous les travailleurs d'Espagne et tous les travailleurs d'Europe ont le plus grand intérêt à ce que vive la République catalane. Cette République catalane, proclamée le 1er octobre, confirmée le 27, brûle les doigts à la bourgeoisie, y compris à la bourgeoisie catalane. C'est aux travailleurs de reprendre le drapeau de la République. Et dans ce processus constituant, d'ouvrir la possibilité pour la classe ouvrière de conférer un caractère de classe, un caractère ouvrier à la République qui reste à construire. Alors oui, pour répondre à la question posée tout à l'heure, oui, elle creuse toujours la vieille taupe. Elle creuse parfois dans des sous-sols insoupçonnés. Elle prend des chemins improbables. Elle emprunte des voies de traverse. Mais elle creuse et elle creuse. Il m'a été demandé de m'exprimer sur l'actualité d'octobre 1917. Camarades, nous partageons ce que Marx a écrit lorsqu'il disait que nous n'appelons pas communisme un idéal vers lequel tendre, mais le mouvement concret qui abolit l'ordre actuel des choses. J'ai connu dans ma jeunesse, où le stalinisme triomphait, des débats à n'en plus finir entre ceux qui étaient partisans du modèle soviétique et ceux qui étaient partisans du modèle chinois. J'étais pour ma part partisan du modèle ouvrier, c'est pourquoi j'ai rejoint la 4e internationale. Parce qu'il n'y a pas de modèle, camarades. Il y a, comme ont fort bien expliqué, chacun leur façon, les camarades qui m'ont précédé, il y a des conditions historiques qui, à un moment déterminé, amènent la classe ouvrière à choisir un chemin, amènent les militants révolutionnaires à emprunter tel chemin. Il est indispensable d'en discuter, 100 ans après, de réfléchir. Mais il n'y a pas de modèle, camarades. Alors on pourrait dire, mais qu'est-ce qu'il y a de commun entre cette Russie de 1917, dont les orateurs avant moi ont rappelé à juste titre le degré d'arriération, les conditions culturelles particulières, le poids de la paysannerie, l'isolement, qu'y a-t-il de commun entre cela et la France de 2017 ? En apparence, à la surface des choses, rien. Mais si l'on va en dessous de la surface des choses, j'oserais affirmer que le fondamental est commun. Le fondamental, c'est-à-dire à la fois les conditions objectives dans lesquelles nous vivons et les problèmes subjectifs auxquels la classe ouvrière est confrontée. Mais je voudrais faire une remarque préalable. La révolution, par définition, est un mouvement spontané, sinon ça n'est pas une révolution. Seuls des aventuriers peuvent croire qu'on convoque une insurrection citoyenne à date fixe et à heure fixe, par exemple, place de la République à Paris. La révolution est par définition un processus spontané, et Jean-Jacques y revient dans son dernier livre, et nous le savons, par exemple, celle de 1917, a été déclenchée par des manifestations de femmes qu'aucun état-major politique n'avait préparé, ni même souhaité, il faut bien le dire, mais auquel il a fallu se conformer après coup. Mais il n'empêche que la révolution, comme mouvement spontané, a intégré, toute révolution intègre dans sa préparation toute une série d'événements qui ne relèvent pas tous du spontané. La préparation, le mûrissement d'un processus révolutionnaire inclut également des développements qui relèvent de l'organisation des opprimés, des exploités, qui sont l'expression de la conscience. Et en ce sens, les processus de la révolution russe, dans leur préparation, dans leur développement, ont intégré l'existence d'un parti bolchevique. Non pas d'un parti armé de pied en cap, toutes les réponses à toutes les questions, non pas d'un parti capable de l'extérieur, comme une caricature en a été donnée parfois, de dire à la classe ouvrière le chemin qu'elle devait suivre,
mais un parti qui, au fil des événements, s'est trempé dans l'expérience révolutionnaire même des opprimés, des exploités en Russie, qui à la fois contribué à sillonner et à ensemencer le mouvement révolutionnaire en même temps qu'il s'est lui-même nourri, modifié, bouleversé lui-même en intégrant les leçons des processus de la classe ouvrière en Russie. Mes camarades, l'action du Parti révolutionnaire entre février et octobre 1917 n'a rien eu de spontané. Il est quand même paradoxal de constater qu'en 8 mois de crise révolutionnaire, Lénine écrit plus de 1500 pages. Des articles, des thèses, des résolutions, mais aussi des ouvrages de fond. C'est durant cette période qu'il assure la première publication imprimée de l'ouvrage écrit quelques mois plus tôt, L'impérialisme stade suprême. C'est durant cette période qu'il écrit l'État et la Révolution, sans parler des thèses d'Avril, d'une série d'articles sur la nécessité pour la classe ouvrière de prendre le pouvoir, et y compris cet article d'une anticipation étonnante, qu'il a intitulé « Les bolcheviks garderont-ils le pouvoir ?», mais qu'il a écrit avant la prise du pouvoir. Camarades, de plus la révolution s'est avancée, et plus le spontané a cédé la place au conscient. Pour Lénine, formé à l'école du marxisme, la nécessité du socialisme repose sur une base scientifique. Cette base scientifique, c'est celle que Marx a définie dans le Capital, que Lénine lui-même précise dans l'impérialisme stade suprême, à savoir qu'arrivé à un certain stade de son développement, le capitalisme n'est plus à même de faire progresser l'humanité, qui n'est plus à même d'en développer les forces productives que le marché mondial est constitué, et que dans une situation où le capital, par définition, pour reprendre la formule poétique de Marx, le capital est toujours bourgeonnant, faisant toujours plus de petits, alors il le fait dans des conditions où pour continuer à croître, et c'est ce qu'explique Lénine dans l'impérialisme stade suprême, il est amené à développer tous les traits du parasitisme, les guerres interimpérialistes. Il est amené à nourrir un processus de putréfaction où les forces destructrices des forces productives, l'argent, le machinisme, et ajoute Rosa Luxembourg, l'économie d'armement, prennent une part prépondérante. Elle est où l'actualité de 1917 ? Et dans le fait que nous vivons aujourd'hui les dernières semaines avant l'éclatement d'une crise économique majeure qui dépassera par son ampleur la crise qui a eu lieu il y a 10 ans et qui a commencé en 2007. Ce que je dis là est une affirmation donnée par tous les observateurs. Les économistes reconnaissent que la croissance reste, je cite, des plus mornes. De prétendus spécialistes parlent même d'une stagnation séculaire. Nous serions pour un siècle entier dans une période où la production et la consommation des marchandises ne pourraient plus progresser. Oui, mais le capital, lui, continue à bourgeonner. Le président Trump, dont on sait qu'il a élevé le tweet à la hauteur d'un style littéraire présidentiel exceptionnel, a, dans un de ses récents tweets, fait la déclaration suivante. « Je suis fier de ce que les États-Unis ont gagné 5200 milliards de dollars de capitalisation boursière depuis le jour de mon élection. » Mais il a raison d'être fier, Trump. Camarades, de jour en jour, la bourse de New York bat record sur record. Les bourses du monde entier battent record sur record. La capitalisation boursière mondiale vient de battre un nouveau niveau jamais atteint, 88 000 milliards de dollars, c'est-à-dire plus que toutes les richesses produites en une année à l'échelle mondiale. C'est alimenté par une dette qui ne cesse d'enfler. La dette mondiale est 3,5 fois l'équivalent du PIB. C'est la dette des États, la dette des entreprises. Rappelez-vous, il y a 10 ans, la crise des subprimes avait commencé par le degré d'endettement personnel des Américains qui dépassait tout ce qui était supportable. Eh bien, nous savons maintenant que le degré d'endettement des ménages américains est supérieur à ce qu'il était à la veille de l'éclatement de la crise des subprimes. Alors, on pourrait donner beaucoup d'autres indications, camarades. On pourrait parler de l'endettement en Europe, où, il faut le dire, les critères de Maastricht ne sont plus respectés depuis longtemps. On en a 80, 90, 100% d'endettement. On pourrait parler beaucoup d'éléments de ce type. Mais il y a une question qu'il faut bien se poser. Comment sont-ils alimentés, ces flots de capitaux qui viennent chaque jour gonfler ce qui est déposé sur les places boursières du monde? D'où viennent-ils ces milliers de milliards, toujours davantage, alors qu'il n'y a pas de croissance, alors qu'on ne produit pas plus de marchandises, alors qu'on n'en vend pas plus? Mais les milliards continuent d'affluer.
sans limite, sans restriction, sans ralentissement? Eh bien, camarades, les travailleurs connaissent la réponse. Les milliers de milliards qui chaque jour viennent s'ajouter aux milliers de milliards déjà existants sont le produit de la suppression des emplois jugés insuffisamment productifs. Ils sont le produit des délocalisations. Ils sont le produit du saccage des budgets publics, de la fermeture des classes, des lits dans les hôpitaux, de la suppression des services publics, de la privatisation des chemins de fer, de la poste. Ils sont le produit de la remise en cause de la sécurité sociale, des conventions collectives, de tout ce qui fait la valeur de la force de travail. Ils sont le résultat du travail partiel imposé, de la précarisation, du chômage, de l'extrême précarisation à laquelle l'immense majorité de la jeunesse est condamnée. Et camarades, cette source de profits supplémentaires qui viennent par miracle, même en période de croissance morne, cette source unique, c'est la force de travail du prolétaire. C'est la valeur de cette force de travail, toujours remise en cause, toujours diminuée, toujours amoindrie, et qui conduisent les travailleurs, dans tous les pays, sur le chemin de la résistance à l'exploitation, des grèves, des manifestations. C'est la situation qui conduit, Lénine disait, l'impérialisme, c'est l'époque des guerres et des révolutions. Nous n'y sommes pas à l'époque des guerres. Quand on voit la Syrie, l'Irak, l'Afghanistan, le Mali, le Centrafrique, la Somalie, et on en oublie. Quand on voit les milliers de migrants qui préfèrent courir leurs risques, de crever au fond de la Méditerranée plutôt que de rester dans des pays dépecés, quand on taille dans la chair des nations, quand on voit les camps de réfugiés par millions dans les pays frontaliers des pays en guerre. Oui, camarades, l'époque de l'impérialisme dont Lénine disait qu'inévitablement il mettait à l'ordre du jour soit la guerre, soit la révolution, reste l'époque dans laquelle nous vivons. Mais Lénine, durant cette période, disait aussi, il le dit dans les thèses d'Avril, il le dit dans de nombreux textes, aucun soutien, aucune participation dans le gouvernement de coalition avec la bourgeoisie. Aucun soutien au gouvernement provisoire. Mes camarades, aujourd'hui, par exemple en France, aucun soutien au gouvernement provisoire. Ça devrait signifier, par exemple, dans le mouvement syndical, aucune participation à la concertation avec le gouvernement Macron. Ça devrait signifier aucune participation aux tables rondes. Ça devrait signifier que les organisations ouvrières ne peuvent pas participer elles-mêmes à l'élaboration des plans qui détruisent la classe ouvrière. Indépendance du mouvement ouvrier, disait Lénine. Alors comment comprendre que quand le groupe du Parti communiste français présente un contre-budget à l'Assemblée, il précise qu'il l'a élaboré, je l'ai lu dans l'Humanité, dans le respect des critères de 3% du traité de Maastricht, pour montrer qu'on peut faire un budget en faveur des intérêts ouvriers en respectant ces critères. Comment comprendre que Coquerel de la France Insoumise fasse la même déclaration 3 jours plus tard? Camarades, si on peut répondre aux besoins de la classe ouvrière en respectant les critères de Maastricht, alors ça veut dire que l'Union européenne n'est pas contradictoire avec les intérêts des travailleurs? Mais que se passe-t-il depuis la signature du traité de Maastricht? Est-ce que ce n'est pas dans tous les pays d'Europe, systématiquement, la remise en cause de tous les droits de la classe ouvrière? Donc, camarades, l'actualité d'octobre 1917, c'est que depuis cette époque, et plus encore aujourd'hui, le débat entre réforme et révolution est définitivement réglé. Ah, des gouvernements qui se prétendent réformistes, on en a connu beaucoup. Mais camarades, la seule chose qu'on a connue depuis 40 ans, 50 ans dans ce pays, c'est pas la réforme, c'est la contre-réforme. Personne ne peut contester ce que je vais dire, à savoir que tous les gouvernements qui se sont succédés dans ce pays, disons ne serait-ce que dans les 30 dernières années, et il s'en est succédé de toutes couleurs politiques, des gouvernements de droite comme de gauche, des gouvernements avec le Parti socialiste, parfois avec le Parti communiste, parfois avec les Verts, parfois uniquement la droite, parfois de cohabitation entre le Parti socialiste et la droite. Mais tous ces gouvernements, sans exception, ils ont privatisé, ils ont attaqué la sécurité sociale, ils ont remis en cause les garanties collectives de la classe ouvrière, tous sans exception parce qu'aucun n'a voulu rompre, non pas avec le gouvernement provisoire, mais aucun n'a voulu rompre avec ce qui est l'équivalent du gouvernement provisoire, c'est-à-dire l'Union européenne, ses traités, ses institutions, sa banque centrale, et derrière elle, les intérêts de la classe capitaliste. Camarades, je l'ai dit, Lénine a écrit plus de 1500 pages, elles ne sont pas paroles d'évangile, il y a des choses dedans qui se discutent, dans un sens, dans un autre, mais il y a une ligne. Et cette ligne, c'est que la classe ouvrière doit préserver son indépendance, qu'elle doit préserver ses institutions. Et sur cette ligne, la préoccupation de Lénine, c'est en permanence de permettre aux travailleurs de prendre leur avenir entre leurs mains.
dès le début. Alors, camarades, l'impérialisme stade suprême pose non seulement le problème du déclin du capitalisme, de sa putréfaction, mais Lénine dit qu'il pose comme une réalité majeure les conditions de la cristallisation de l'aristocratie ouvrière, d'autres orateurs en ont parlé avant moi, de la trahison de la social-démocratie dont le basculement s'est opéré en août 1914. Il faudra ajouter à cela les conséquences de la dégénérescence stalinienne et le fait qu'aujourd'hui, les appareils qui préservent l'ordre bourgeois, et là c'est un grand progrès par rapport à Lénine, ne se nourrissent pas seulement à la source de la trahison social-démocrate, mais à la double source de la trahison de la social-démocratie et du stalinisme. Parce qu'enfin, camarades, s'il n'y avait pas eu un Tsipras, le FMI aurait-il pu appliquer ses plans en Grèce? S'il n'y avait pas eu, en Afrique du Sud, le gouvernement tripartite qui, depuis 30 ans, 20 ans, continue à payer la dette de l'apartheid, et où le peuple noir vit plus mal aujourd'hui, du point de vue des conditions sociales, qu'à l'époque du régime de l'apartheid. S'il n'y avait pas eu au Brésil un Lula, une Dilma, pour appliquer les plans de l'impérialisme, privatiser, payer la dette, s'il n'y avait pas eu chez nous ces présidents et ces gouvernements prétendument socialistes, tous plus serviles, serviteurs des exigences de la classe capitaliste, est-ce que les coups que la classe ouvrière a subis auraient pu être portés? D'aucune manière, et nous le savons tous. Alors, camarades, Lénine a aussi écrit durant cette période l'État et la Révolution. J'ai entendu l'interprétation qui en a été donnée, ou plutôt les interrogations d'autres orateurs avant moi. Moi, je note la chose suivante. Dès son retour en Russie en avril 17, Lénine a une préoccupation constante dont la traduction qu'il donne, par contre, varie suivant les circonstances. Cette préoccupation, c'est que les travailleurs doivent prendre entre leurs mains et régler la question du pouvoir. Ça peut prendre des formes extrêmement variables. J'ai noté par exemple qu'en avril 17, quelques jours après son retour, il utilise la formule suivante: les soviets doivent assumer tous les pouvoirs sans exception au plan local. Centralement, cela peut prendre la forme de l'Assemblée constituante ou de l'Assemblée des soviets. Il a même une formule, l'Assemblée constituante des soviets, bien. Donc la forme n'est pas, je dirais, elle évolue en fonction des circonstances. Mais la préoccupation, il le répète, il le martèle, c'est que la question du pouvoir est la question la plus importante de toute révolution. Et il précise quelle classe détient le pouvoir, c'est le fond du problème. Camarades, c'est le fond du problème chez nous aussi, bien que nous ne soyons pas en période révolutionnaire. Mais la question posée, quelle classe détient le pouvoir? Je veux dire, pas quel gouvernement, pas quel parti politique, pas qui se fait élire comme sauveur de la nation. Quelle classe détient le pouvoir? Force est de constater que tous les gouvernements qui succèdent dans notre pays, comme dans tous les pays d'Europe, quelles que soient les étiquettes politiques, sont en réalité des gouvernements de la classe capitaliste. Les actes qui sont les leurs en témoignent. Et nous affirmons effectivement, même si c'est une perspective lointaine, que l'urgence de la situation ne sera pas réglée sans que d'une manière ou d'une autre, la classe ouvrière s'empare des éléments qui lui permettront d'exercer son propre gouvernement, son propre pouvoir. Il y a eu une discussion tout à l'heure sur Rosa Luxembourg. Les critiques qu'elle a adressées aux bolcheviks, nombreuses. Mais si mon souvenir est exact, le camarade Numandicant me corrigera si je me trompe, la phrase exacte qui est la sienne à la fin de sa brochure critique, c'est « J'ai fait toutes ces critiques, mais l'histoire retiendra que les bolcheviks, les premiers, ont osé ». Et je pense que c'est une formule extrêmement importante. Il a eu raison de dire qu'on ne sait pas ce que Rosa elle-même aurait décidé de publier, mais cette formule est importante. Parce qu'au-delà des critiques que Rosa Luxembourg a faites, sur lesquelles on peut avoir toutes sortes de points de vue, elle a retenu que les premiers à avoir osé, c'est-à-dire à avoir osé briser le tabou de ce que le pouvoir doit rester entre les mains de la classe capitaliste. Les premiers à avoir osé permettre à la classe ouvrière de prendre le pouvoir entre ses mains. Ces ouvriers analphabètes pour la plupart, ces paysans illettrés, à prendre le pouvoir entre les mains, avec toutes les faiblesses et toutes les difficultés qui ont été soulignées, avec toutes les limites qui ont eu leurs conséquences ultérieurement. Mais les premiers à avoir osé ont été les bolcheviks. Et camarades, si on veut parler de l'actualité de la révolution russe, c'est cette actualité. Alors on nous dira, d'ailleurs il y a une question qui est posée dans ce sens, il me reste quoi, 5 minutes Jean-Jacques? 7 minutes.
C'est l'abondance. Le socialisme, c'est l'abondance. Eh bien, camarades, il y a une question qui est posée, qui dit en substance, bon, tout ça c'est bien joli, mais enfin, vous, le petit POID, le tout petit courant trotskiste dans le POID, vous prétendez prendre le pouvoir? Il faut répondre à cette question. Je répondrai à ce stade, non. On peut répondre ça. J'ai entendu un responsable syndical à qui on a demandé s'il voulait rejoindre le parti de Macron. Il a dit pas pour l'instant. Donc, chacun ses exemples. Bien. Donc si lui ne rejoint pas Macron pour l'instant, nous ne postulons pas au pouvoir pour le moment. Bien. Mais est-ce que notre ambition est d'aider la classe ouvrière à créer les conditions où elle prendra le pouvoir? Oui. Oui. Dans un avenir indéterminé qui prendra le temps que cela prendra, nous ne nous prenons pas pour ce que nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas la direction de la classe ouvrière. Nous ne prétendons même pas que la forme organisée qui est la nôtre aujourd'hui sera celle du parti qui demain aidera la classe ouvrière. Nous prétendons simplement que notre action organisée a comme seul objectif d'aider la classe ouvrière à régler la question du pouvoir à son profit. Et de ce point de vue, je pense qu'il faut rendre justice à Lénine quand il expose sa conception de la dictature du prolétariat. Je sais bien que la chose a été souvent manipulée, maltraitée. Qu'est-ce qu'il dit, Lénine? Il dit la chose suivante: la société capitaliste, considérée dans ses conditions de développement les plus favorables, nous offre une démocratie plus ou moins complète en république démocratique. Mais cette démocratie est toujours confinée dans le cadre étroit de l'exploitation capitaliste. Et de fait, elle reste toujours une démocratie pour la minorité, pour les classes possédantes. La liberté en société capitaliste reste à peu près ce qu'elle fut dans les républiques de la Grèce antique, une liberté pour les propriétaires d'esclaves. C'est pas vrai, camarades? C'est pas ce que nous connaissons. On a le droit de voter une fois de temps en temps. Si on a un référendum dont le résultat plaît pas, ben on l'efface et puis on en fait un autre. Si vraiment le parti au pouvoir s'est tellement décomposé, on a la chance d'avoir le Front National d'un côté qui fait que les gens n'ont pas le choix que de voter pour celui qui va détruire tous leurs droits après. Elle est là, la liberté démocratique, camarades. Elle n'est pas ailleurs. Et Lénine poursuit: démocratie pour une infime minorité, démocratie pour les riches, tel est le démocratisme de la société capitaliste. Mais si l'on considère de plus près le mécanisme de la démocratie, on verra partout de menus détails de la législation électorale, conditions de résidence, exclusion des femmes, dans le fonctionnement des institutions représentatives, qui montrent que c'est pas si démocratique. Et il dit: la dictature du prolétariat, c'est l'organisation de l'avant-garde des opprimés en classe dominante pour mater les oppresseurs. C'est un élargissement de la démocratie, mais ce n'est pas seulement un élargissement de la démocratie. Parce que pour la première fois, c'est la démocratie pour les pauvres, la démocratie pour le peuple et non pour les riches. La dictature du prolétariat apporte une série de restrictions à la liberté pour les oppresseurs, les exploiteurs, les capitalistes. Au risque de ne pas être populaire, mais on ne s'exprime pas ici pour être populaire, je suis pour cette dictature du prolétariat-là. Je suis pour la démocratie pour les pauvres. Je suis pour un gouvernement qui confisque les avoirs des banques, qui crée les logements sociaux indispensables à des millions de mal logés. Je suis pour un gouvernement qui rétablisse la sécurité sociale fondée sur le salaire différé, qui réouvre les 700 maternités qui ont été fermées dans ce pays depuis 15 ans, qui réouvre les classes d'enseignement technique et professionnel public, qui permettent à des étudiants d'étudier sans être assis honteusement sur les marches des amphithéâtres, qui permettent d'avoir un véritable travail, un vrai salaire. Oui, c'est possible. Que personne ne dise que c'est impossible dans ce pays, la 5e puissance industrielle du monde, celle où les milliards arrivent de plus en plus sur la place boursière de Paris, qu'on ne nous dise pas que c'est économiquement impossible. C'est impossible parce que c'est une démocratie pour les riches. Nous voulons la démocratie pour les pauvres. Et nous n'avons pas peur de la dictature du prolétariat si c'est le moyen pour imposer la démocratie pour les pauvres. Alors, pour respecter mon temps, je terminerai sur la question suivante. Camarades, la préoccupation de Lénine, du début jusqu'à la fin, de toute la période révolutionnaire de 1917, c'est quelles sont les formes qui vont permettre à la classe ouvrière de contrôler le processus et demain le pouvoir. Et ces formes, il n'y en a qu'une, dit Lénine, c'est le mandat, le contrôle du mandat, la révocation du mandat. Il dit ceci: soviet des députés ouvriers, soldats, paysans, salariés agricoles,
librement organisés, peuvent révoquer et élire toutes les autorités. Il dit plus loin, nous appelons les ouvriers et les soldats qui considèrent que le soviet doit changer de politique à répudier la confiance à l'égard des capitalistes, à rappeler leurs délégués et à n'envoyer au soviet que des hommes, on dirait aujourd'hui des hommes et des femmes, c'est là où les choses ont évolué, qui s'appliqueront résolument à faire triompher une opinion bien arrêtée, conforme à la volonté réelle de la majorité. Eh bien, camarades, nous sommes pour cette conception de la démocratie. Et je terminerai en revendiquant pour la 4e internationale l'étiquette d'archaïque. Puisqu'il paraît que être moderne, c'est d'élire des gens par tirage au sort. Puisqu'il paraît que le moyen le plus moderne de constituer un parti, c'est de pouvoir cliquer. Plus vous avez de clics, ce qu'un camarade du PCF qui s'exprime dans notre journal, dans la tribune cette semaine, appelle la démocratie de la souris. Il paraît, c'est une très bonne formule. Il paraît, plus vous avez de clics, camarades, plus vous avez d'influence. Mais le clic, c'est pas l'expression de la conscience. Le tirage au sort, c'est pas l'expression de la conscience. Nous sommes pour le mandat. Le mandat confié par des travailleurs organisés à ceux qui les représentent. Nous sommes pour qu'ils puissent révoquer le mandat, qu'ils puissent le contrôler. Parce que le mandat a un contenu de classe. Et c'est pourquoi nous restons attachés à la nécessité de syndicats ouvriers et à la nécessité de partis ouvriers. Et nous le revendiquons, cela relève de la démocratie politique, mais cela relève aussi de l'existence de la classe ouvrière. On pourrait dire d'autres choses encore, mais en une demi-heure, j'espère que cela aura convaincu aux camarades d'une chose, c'est qu'il y a une grande actualité à octobre 1917. Je vous remercie.